Bonjour, on est rendu à la partie sur l'accessibilité, mais vraiment la pratique. C'est quoi les techniques en fait de programmation ou de balisage qu'on peut utiliser? Je ne ferai pas vraiment le tour au complet, c'est vraiment un sujet complexe. On en entendre parler au courant de la session. Euh, Puis même dans le fond, dans tout votre programme, vous n'aurez pas tout couvert, puis même le CSS, vous n'aurez pas tout couvert dans le programme. C'est pratiquement impossible. C'est vraiment plus un survol. Puis après ça, il faut être capable d'aller chercher l'information par soi-même si vous avez des besoins qu'on n'a pas survolé en classe. Accessibilité pratique ici. Les sujets, je vais mentionner le XHTML versus le HTML. Les skip links, on voit que c'est ici, tableau, comment les rendre accessibles, les formulaires et les outils ici. XHTML versus HTML. Le X, c'est pour dire dans le fond que c'est basé sur du XML. La différence entre les deux ici, HTML, XML. XML qui est un format de transfert de données, qui est de moins en moins utilisé parce qu'il est quand même lourd versus le JSON que vous allez voir dans votre programme. Mais ça s'utilise encore. Moi, d'ailleurs, j'ai fait un projet récemment que c'était ça qui était utilisé pour transférer les données. Euh, le XML, c'est quoi le lien avec le HTML? C'est que c'est deux langages de balises. Ici, le XML, c'est Extensible Markup Language, langage de balise extensible. Avec le XML, vous pouvez faire pratiquement ce que vous voulez comme structure. Ce qui n'est pas le cas en HTML, parce que HTML, c'est un sous-ensemble, vous avez des balises qui sont définies. Quand ce qui est XML, vous avez, dans le fond, vous créez vos propres balises, puis vous faites ce que vous voulez. Je vais peut-être montrer un petit exemple de XML ici. Comme je vous dis, ça se pourrait que vous... Bon. Alors, on voit ici qu'il y a un nœud racine qui s'appelle note. Ensuite, note a des enfants. To, from, heading, body. Donc ça ici, c'est pas du HTML, c'est pas des balises que vous connaissez, mais il y a body que vous connaissez, les autres, c'est des balises. C'est ce format de transfert de données. Dans le fond, on structure les données d'une certaine façon, on les envoie à quelqu'un, puis la personne s'attend à voir les données de cette façon-là. Comme je vous dis, j'en ai fait récemment. C'est sûr que c'est pas aussi fréquent que maintenant. Quand on va transférer des données maintenant, ça va être du JSON, JavaScript Object Notation, qu'on va voir dans le courant de la session. Ici, pourquoi je parle de ça, c'est que nous, on veut que notre HTML soit structuré comme du XML, en fait. Pourquoi? Parce que HTML5, il est très permissif par rapport à ce qu'il autorise. Je vais montrer dans la diapositive suivante qu'est-ce qui pourrait permettre dans un navigateur et qui fonctionnerait quand même. Mais nous, il faut quand même vérifier que notre document est bien euh, conçu. XML, c'est des balises et des attributs, même chose que HTML. On va avoir moins de surprises. C'est là que je vais en venir ici. Ceci est possible en HTML. Vous voyez ici, vous avez une section. Après ça, il y a un P, une balise P qui est ouverte, un paragraphe. Allô, et je ferme la section avant même d'avoir fermé mon P. Ça va fonctionner. Si vous le testez dans votre navigateur, vous allez voir quelque chose. C'est le navigateur qui va prendre la décision de où il va déplacer les balises pour que ça fasse du sens. En XML et en HTML, vu que c'est basé sur le même format, c'est pas valide, ça ici. Quand vous allez le tester avec Total Validator, ça va vous dire « Ah, une erreur ». C'est bien important de vérifier votre projet, en fait le TP1 et TP2 surtout, avec le Total Validator en mettant XHTML. Un autre aspect aussi qui est important, c'est les balises. Pas les balises, les attributs, excusez-moi. Ici. Là, j'en ai pas ici. Je vais en mettre un ici. Required. « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 «
pas choisi le bon. L'important, la partie qui est importante, c'est de savoir qu'en XHTML, si vous avez un attribut, il doit avoir une valeur. Vous ne pouvez pas juste mettre required comme on ferait. En fait, je vais trouver ici HTML required. Comme ça va être plus simple. Ce qui est ici, ça, c'est pas correct en XHTML, ni en XML d'ailleurs. En XML, chaque attribut doit avoir une valeur. C'est ce qu'on ferait ici, on va faire try it yourself. Required, la chose que j'aurais à faire, c'est required, et ça fonctionnerait ici. On voit que le champ est... Ça va supporter. Ça, c'est la partie que j'aime le moins à faire du XHTML, parce que c'est lourd un petit peu de faire ça ici. Ce que j'aime, c'est que ça force la structure et on ne fait pas d'erreur de structure du HTML. Je vous encourage à le faire pour le travail. C'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. Le XML, ça se peut que je ne pense pas que dans votre programme, vous allez en entendre parler, à moins que vous ayez vraiment dans un projet particulier, plus en session 5. Mais vos projets, vous devriez les valider en XHTML ici. Skip links. Skip links, c'est un lien qui permet de sauter à du contenu. Là, on voit qu'il est en italique. Ici, skip link. C'est parce que j'ai pas vraiment de traduction française pour ça. C'est un lien qui me permet de sauter à du contenu dans une page. Je vais vous montrer un premier exemple ici. On va sur Google. Je cherche Rubik. Dans le même thème. Je fais Tab. Pouf. On voit ici qu'il est marqué Passer au contenu principal. Je fais Tab encore. Oups. Aide sur l'accessibilité. Tab encore. Commentaire sur l'accessibilité. Si je fais Entrer sur le clavier, ça va m'envoyer à la bonne place. On voit ici. Comme ça. Si je remonte, passe au contenu principal, ça m'amène ici. À quoi ça sert ça? C'est vraiment parce que si vous n'avez pas de skip link, quelqu'un qui n'utilise pas la souris, il va falloir qu'il fasse tap, 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 tap pour se promener, pour finalement se rendre au contenu qui l'intéresse. C'est vraiment un aspect d'accessibilité que vous allez voir à plusieurs endroits. Ça en est, Google, c'est un exemple. Wikipédia, c'en est un autre. Je fais Tab. Là, vous voyez que le choix d'implémentation a été fait différemment. Ici, il y a un lien qui apparaît. Je fais un autre tab, hop, Jump to Search, Jump to Navigation. Pouf, ça m'emmène à la bonne place. Nous, on va faire ça dans le cadre du travail 1, ici. Faites une recherche sur l'exercice que je viens de dire. Des aspects qu'on a besoin pour faire un skip link, être le premier élément pouvant avoir le focus. Le premier élément, quand je fais Tab sur une page, le premier élément qui a le focus, c'est lui que je vois ici. Pouf. Les éléments, c'est pas tous les éléments qui peuvent avoir le focus. Les champs de formulaire peuvent l'avoir, les liens peuvent l'avoir, les images aussi. Je pense que ça couvre quand même pas mal de cas. C'est vraiment pour se promener dans le fond dans la page sans utiliser la souris. Et ça, c'est la première chose. Être le premier élément pouvant avoir le focus, c'est que vous allez le mettre en haut, directement en dessous de votre body, puis ça va fonctionner. Si vous mettez un autre champ en haut de votre lien, mais ce ne sera plus le premier élément, donc ça ne fonctionnera plus. Être visible lors du focus. Dans le fond, quand je fais Tab, je dois l'afficher. Ça se peut qu'il ne soit pas caché. J'ai mis ici optionnel être caché. Quelqu'un pourrait décider d'avoir ses liens en haut complètement de son site qui sont toujours visibles. Mais vous avez vu dans les deux exemples que j'ai montrés que ce n'est pas les choix qui ont été faits ici. Et amener l'internaute à une encre. Ça ici. Une encre, petit rappel du dernier cours. Vous avez un lien. C'est un lien sur la page, en fait, soit sur la même page ou sur une autre page du site.
Mais ce qui est important, c'est ce que vous voyez en bas de mon écran, dièse plus l'encre après. Il va falloir avoir ça ici. Je remonte, je vais faire ma recherche. Vous voyez en bas, j'ai Jump to Navigation que j'ai remis ici, saut vers la navigation. Puis en bas de ma page, j'ai l'URL de la page courante, dièse mw-head. mw-head, je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça comme ça, c'est leur site à eux. C'est pas important pour nous, l'important c'est le concept ici. Première étape, vous créez votre lien. Deuxième étape, vous créez l'encre, parce qu'il va falloir pointer dessus. Puis vous assurez qu'il soit en haut. Normalement, ça devrait bien fonctionner. Là, ensuite, comment on fait pour le cacher ou pas? Mais ça va être un choix personnel, dans le fond, du développeur. Il y a plein de façons différentes. Une des façons, comme ici, qu'ils ont fait, c'est changer, par exemple, la visibilité ou le display. Je ne sais pas lequel qu'ils ont choisi ici. Je vais aller voir Inspect. Ils ont utilisé un sélecteur assez complexe ici. Quand le Jump Link n'a pas le focus, ici, on affiche ces choses-là. Dans notre cas, on n'ira pas compliqué comme ça. Dans le fond, le note, on ne le verra pas dans le cadre du cours. Le focus, je vais le montrer à l'instant. Ici. Je me suis ouvert un projet dans le fond dans VS Code. Je vous conseille d'utiliser pour le. Ça va quand même bien pour faire du côté client. Je vais faire un petit peu ici de Emmet, E-M-M-E-T. Je ne suis pas l'expert, mais ça me permet de créer rapidement du contenu HTML pour faire mes tests. J'ai ma page, j'ai ça ici. On a dit qu'on mettait un lien. Qu'on mettait un lien directement ici. Avec un A. Un href qui va pointer vers un encre. Si je veux dire bas. Je ferme ça ici. Vers le bas. Je vais créer du contenu bidon rapidement. Je vais aller chercher ça sur Internet, faire un petit copier-coller ici. Oh. Parfait. Pourquoi je fais ça? C'est parce que je veux avoir une assez longue page pour pouvoir que ça paraisse que je clique sur le lien et que je m'en ai au bon endroit. Je m'en vais ici. Je vais créer mon encre. Ici, l'encre, ça peut être n'importe quoi. Ici, je vais mettre une navigation dans lequel je pourrais avoir un paragraphe à l'eau. Là, j'ai mis l'identifiant bas. Donc, il faut qu'il y ait l'ID bas ici. Une autre raison pour laquelle vos ID doivent être uniques, si vous avez deux éléments avec des ID bas dans cette page-là, mais le lien, en fait, le navigateur, quand vous allez cliquer sur le lien, il ne saura pas vers lequel vous envoyez. Ici, première étape comme ça. Je vais charger le tout. Open default browser. Ça n'a pas fait ce que je voulais comme contenu. Je vais l'arranger un petit peu. J'ai rajouté du contenu. C'est vraiment important le contenu. J'ai mon vers la base. Je clique dessus. Oups, ici. Et ça m'envoie en bas. Pourquoi je ne descends pas descends pas plus bas? Parce qu'il n'y a pas d'autre contenu en bas de la page. Mais on voit que ça m'a envoyé au mot Allo ici. En fait, à l'emplacement, parce que j'ai mis mon ID ici. Avec ça, c'est la première étape.
ça, la deuxième étape, mais c'est de faire en sorte qu'il va être caché. Donc là, je vais me rajouter, dans le fond, je vais aller rajouter une feuille de style et mettre du style sur mon bouton. Je me suis fait une petite feuille de style qui ne contient rien pour l'instant. Je l'ai lié à mon document ici. C'est des choses que vous avez vues à la session dernière. Puis, je n'ai pas vraiment structuré mon projet non plus. C'est vraiment plus pour l'exemple. Ensuite de ça, mais là, il va falloir que je dise qu'est-ce que je veux faire avec mon... C'est quoi le style que je vais lui appliquer? Probablement, il faut toujours se poser la question comment je fais pour sélectionner mon élément. Moi, je m'attends à ce que vous connaissiez comment faire des sélections par classe, comment faire des sélections par identifiant, principalement. Ça se peut que vous en ayez vu d'autres, mais c'est surtout ceux qu'on va utiliser. Donc là, moi, je vais ici mettre un style à bas pour le cacher. Une des façons de faire, c'est de... J'avais oublié de mettre un petit lien ici, ID lien. Sinon, je pourrais pas... soit un ID ou une classe qui me permet en fait d'avoir une poignée dessus. Dièse lien, c'est qu'est-ce qui se passe quand le lien n'a pas le focus. Ce que je fais, je mets la position absolue et je le sors de l'écran, moins 100 pixels. Si le lien a le focus, mais ici, je peux lui mettre 0 pixels, il va revenir à la position, 0 pixels ou ce que vous voulez, il va revenir à la position qu'il veut. On va regarder ce que ça donne. Vous voyez pour l'instant, je charge la page, il n'y a rien. Quand je fais Tab, il y a un lien qui est apparu ici. Là, ce n'est pas l'idéal parce qu'il est caché par mon contenu. Donc là, il reste des ajustements de CSS à faire. Probablement que je voudrais peut-être faire ça ici. Statique ou inherit. On voit ici que ça le fait, mais ça a tout tasser le contenu. Peut-être que c'est pas ça que je veux. Donc ça, c'est vraiment plus de jouer avec ce que vous voulez. Vous avez vu que, dans le fond, Wikipédia ne l'a pas fait de la même façon que Google. Google, la façon qu'ils l'ont fait, ils se sont gardés un espace blanc pour mettre le lien. Comme ça. Puis ils l'ajoutent par-dessus. Il n'y a pas de texte par-dessus. Et Wikipédia, mais il y avait vraiment un élément qui apparaissait, qui prenait de l'espace finalement. C'est pas plus compliqué que ça. Il y a d'autres techniques pour le faire. Il y a des techniques en JavaScript aussi. Mais ça ici, ça suffit pour le cours. Ça nous fait pratiquer aussi la position. Oups, je vais revenir à mon... Je reviens ici. Être le premier élément pouvant avoir le focus, c'est ce que j'ai fait. Être visible lors du focus, mais si vous ne le cachez pas, mais il est toujours visible, donc c'est pas nécessairement important. Amener l'internaute à une encre. Mais habituellement, vous avez vu que ces liens-là sont cachés parce que c'est vraiment pour une clientèle particulière. Pour les gens soit qui sont non-voyants ou soit qui n'utilisent pas leur souris et qui veulent être plus rapides avec le clavier. Vous avez ici. Une autre façon, c'est d'utiliser un clip pour le cacher. Je vais peut-être le montrer aussi. Vous pourrez le regarder. Là. Dans le fond, c'est un petit peu plus complexe. On met une classe ou un identifiant, peu importe, un sélecteur qui s'applique. Clip, qui me permet de faire un rectangle sur un élément qui va être de 1 par 1 par 1 par 1 pixel. La hauteur 1 pixel, section laissée. Overflow, c'est qu'est-ce qui se passe si j'ai trop de contenu pour mon élément. Nous, ici, on va le cacher. La position est absolue. Ça, c'est la même chose que tout à l'heure. Whitespace, no wrap. Je pense qu'il n'est pas obligatoire ici. La largeur 1 pixel. Donc, mon élément va vraiment prendre 1 pixel dans l'écran quand il ne sera pas survolé, quand je n'aurai pas le focus. Quand je vais mettre le focus, ça va être cette façon de faire ci. Clip, on le met à auto, il redevient de la bonne façon. Et la hauteur, on la met à auto, ça revient de la bonne façon aussi. Overflow aussi. Position, on peut le laisser absolu. Dans le fond, on ne serait même pas obligé de le mettre aux deux places. Et la largeur, auto. Puis
ça, c'est vraiment c'est une meilleure méthode, mais vous voyez qu'il est plus complexe un petit peu, là. Google utilise cette façon de faire ci. Vous avez le lien si ça vous intéresse de le faire de cette façon-là. Un ou l'autre, pour moi, ça me va. C'est important pour moi, c'est que vous compreniez à quoi ça sert ce genre de lien-là. Dans le fond, de sauter à du contenu plus rapidement. Ici, je retourne à... Oh, good. On continue ici. Je descends. L'exercice, je vous enverrai ça, puis vous pourrez le faire un skip link de votre côté. En fait, faites-le pas en exercice, faites-le directement dans votre travail. Je pense que le faire une fois, c'est suffisant. Probablement que je vais le demander au travail 2 aussi. C'est que ça vous fera 2 pratiques. Sinon, vous pouvez faire un petit peu ce que j'ai fait comme démonstration et c'est suffisant. Les tableaux. Comment les rendre accessibles? Vous avez un attribut qui s'appelle Scope. Il faut décider, dans le fond, c'est un attribut qu'on met seulement sur les TH. Dans le fond, Table Header. Si vous avez TH dans votre tableau, vous pouvez leur rajouter un Scope, Col, Row, Column Group, Row Group, dépendant de ce que vous avez besoin. Il y a aussi l'élément Caption, une balise Caption, qui n'est pas aussi utile, mais si votre table est compliquée, mais ça peut valoir la peine d'en mettre une ici. Ça va mettre dans le fond un petit titre en dessous de votre table. Ici. J'ai sauté. Alors, je vais y aller, je vais vous montrer un exemple ici. Vous avez un exemple, je vais essayer d'agrandir un petit peu l'écran. Voyons. On va venir ici. Ici, MDN que je vais référer régulièrement. Vous avez un TH, Scope, colonne. Avec Player ici, le but de cette entête-là, mais c'est d'écrire ce qui est ici. Globals, même chose. Et attaques, même chose ici. Alors que TR7, Kirish, Odo et Miaolong, c'est toutes des rangées ici. Ça, c'est la partie simple. Ça va quand même bien. À fond, quand vous avez un TH, vous spécifiez un scope dessus pour chacun de vos TH. Juste un petit peu ici. Je vais chercher un exemple avec des call groups. Vous allez voir que c'est simple aussi. C'est juste qu'il faut le savoir, il faut les rajouter. Donc ici, Web Accessibility Tutorials, nous avons du W3C. Vous avez, où ma souris, une table qui est plus complexe, qui ressemble à ce que je vous ai demandé dans le travail 1 en fait. On descend ici. Vous avez Teddy Bears. Bon, on voit que l'information, c'est une rangée. Scope, ça devrait être row. Je m'en vais ici. Teddy Bears, c'est scope row. Board Games, même chose. Produced puis sold, ça devrait être des colonnes, COL. Produced puis sold, COL aussi. On les voit, sont ici. Où est-ce que ça devient un petit peu plus complexe? C'est ici. Mars, mais il faut le spécifier. Puis vu qu'il y a 2 colonnes ou plus, ou si ça avait été dérangé, ça aurait été le même concept, mais je vais mettre call group. Et ça va vous aider ici. Vous spécifiez aussi ça. Puis ça va fonctionner. J'ai une colonne vide. Après ça, j'ai un call group de 2, span 2. Un autre call group de span 2. Et ensuite de ça, je vais les écrire ici aussi. Scope call group. Ça sera suffisant pour le travail. C'est vraiment pour aider les lecteurs d'écran.
Ça ici. Les formulaires, des petites choses qui sont importantes, mais mettre un libellé. Si vous ne mettez pas de libellé, mais vous devez avoir quelque chose qui vient remplacer le libellé. En fait, je vais en parler ici, la diapositive suivante. Ça vous prend toujours un attribut name. Ça, je l'ai montré dans les vidéos précédentes. Quand vous poussez vos données au serveur, c'est ça qui va être utilisé pour associer une valeur à un champ. Est-ce que le serveur s'attend à ça? Et le rôle du formulaire. Je vais le montrer ici. Je me crée un formulaire. Et je vais écrire ici role égale. Là, vous voyez qu'il y en a plein. Si ça ne fait pas, mais si vous n'avez pas un de vos choix là-dedans, mettez-le pas. Mais si vous avez par exemple une recherche, ok, ça fait du sens. Slider, il y en a vraiment beaucoup. Ça peut aider vos utilisateurs. Ça se peut dans le fond, ça se peut que vous ne trouvez pas quelque chose qui fit avec ce que vous avez besoin. Dans ce cas-là, mettez-en pas. Mais ça aide l'utilisateur. L'attribut name. Et là, je vais aller aussi au libellé. C'est que les libellés, est-ce qu'ils sont toujours présents? Non. Vous pourriez soit le cacher, dans le fond, qu'il soit seulement lisible par les lecteurs d'écran. C'est ce qu'on va faire en Bootstrap. Il y a une classe qui s'appelle SR-only, Screen Reader Only. On va l'utiliser. Pour l'instant, ce qu'on va faire, nous ici, vous avez un exemple qui ressemble un petit peu au skip link de tout à l'heure. Vous avez un rectangle 0, 0, 0, pas de bordure, rien. C'est que le lien, il n'apparaîtra pas du tout. Mais quelqu'un va être capable de un lecteur d'écran va quand même être capable de le détecter. Fait que mon libellé est là. Mais vu que j'ai mis la classe Visually Hidden, caché visuellement, l'utilisateur qui est voyant, mais il ne verra pas ce libellé-là. Ça, c'est une des façons de faire. Vous voyez que c'est quand même beaucoup de travail. L'autre façon est un petit peu mieux, ici. C'est en utilisant Aria Label. Je vais le montrer ici. Je peux-tu agrandir ça? Je pense que ça va aider tout le monde. J'ai mon formulaire, je me crée un champ input. La fin du input. Si je mets, je vais mettre un name pour bien faire. Ça va être non. Ici. Ce que vous pouvez faire, là, j'aurais pas le goût d'avoir visuellement de libellé pour ça. Mais je peux faire ici Aria Label. Puis je vais lui mettre directement ce que je veux. Aria Label, mais ça va être non. Ici. C'est que les lecteurs d'écran ou même les engins de recherche qui vont arriver, qui vont regarder votre site, ils connaissent ça ici, là. Aria Label. S'ils ne trouvent pas de libellé qui est associé à votre input, mais ils vont aller voir cet élément-là. Une autre possibilité, c'est Aria Labeled By. C'est que si vous avez un élément dans votre page, par exemple ici, ID lien vers la base. Je me dis, moi, vers la base, c'est exactement le libellé que je voudrais pour ce champ-là. Je vais faire ici, Labeled By. Je vais l'écrire lien. Et ils vont être associés maintenant. Avec un engin de recherche ou un lecteur d'écran qui va arriver sur ce champ-là. Il va dire, OK, mais c'est quoi le libellé qui est associé à ça? Et il va aller voir lien. Le lien, c'est ça. C'est quoi le contenu de lien? Vers la base. Vers le bas. Ici. C'est une des façons de faire aussi. Moi, c'en est un que j'utilise pas beaucoup. J'utilise vraiment plus Aria Label, ces aspects-là.
Describe by, c'est quand vous avez plus d'informations que juste un libellé. Là. Si vous voulez donner de l'information sur le champ supplémentaire, mais vous pouvez faire described by. Et c'est le même concept aussi. Ça prend un élément qui a un identifiant, ID, puis ça va l'associer au champ. Ça ici. Quelque chose qui est important pour les formulaires, c'est de rassembler ce qui va ensemble, puis de s'assurer que ce soit compréhensible. Quand vous faites, par exemple, comme vous commandez quelque chose en ligne, habituellement, tous les champs qui sont liés à l'adresse, mais ils vont être ensemble. Les champs qui sont liés, par exemple, à la carte de crédit vont être ensemble. Souvent, ils vont utiliser un field set ou un legend pour vous aider. Ça, vous l'avez sûrement vu à la dernière session. Je fais juste un petit retour, field set legend. Ça permet de rassembler un petit peu les éléments en section. Je m'en vais ici. Je pense que lui, il n'est pas beau. Ah, on l'a ici. Avec tout ce qui est ici, mais par exemple, si c'est des champs qui sont liés à l'adresse, mais je pourrais mettre adresse livraison, puis j'aurais tous les champs qui sont liés ensemble. Ensuite, je pourrais avoir adresse facturation, qui seraient tous des champs qui seraient ensemble. C'est possible de visuellement tout changer ça. Là. La bordure, si vous ne l'aimez pas, c'est possible de la changer. Mais visuellement, ça aide de rassembler les champs et qu'il y ait une certaine ordre logique ensemble. Ça ici, field set legend. Upgroup, qui est très pratique aussi si vous avez beaucoup d'éléments dans une liste déroulante. Je vais vous montrer aussi. C'est quelque chose que je connaissais. Je ne savais pas qu'il existait l'année passée, puis ça m'aurait grandement aidé, parce que j'ai fait autrement pour faire la même chose. Fait que vous voyez ici, vous avez votre select. Ça, vous avez vu ça à la session. Ce que vous n'avez pas vu, c'est possible de regrouper les éléments en sous-groupes dans votre liste déroulante. Et là, j'ai upgroup, le libellé. Ça, ce ne sera pas une valeur qui va être l'utilisateur ne pourra pas choisir ça. Il ne pourra pas choisir Swedish Car. Mais ça lui permet de trouver rapidement sa voiture. Donc là, je reviens ici. Hop, Swedish Cars. Là, visuellement, on dirait qu'il n'est pas super beau. Ça doit être mon navigateur qui fait ça. J'ai juste accès à Volvo, Saab, Mercedes et Audi. J'ai pas accès au groupement. Mais le groupement m'aide à retrouver mon information. Moi, en fait, ce que j'ai fait récemment, récemment, ça fait un petit bout de temps, là, mais que je connaissais pas ça. Puis moi, j'avais une liste déroulante, puis il y avait beaucoup d'éléments, puis le client m'a demandé de rassembler les éléments. Puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté des options ici. Puis ça fonctionne, c'est juste que c'est moins beau, là, comme ça. Peut-être que c'est ça que vous auriez pensé aussi faire si vous avez le même contexte, là. Ça, c'est German, ça, c'est... Je ne me souviens pas ce qui est écrit, je pense que c'était Suède. Ça, ici. Et pas de valeur. Vous voyez, ça fonctionne aussi, mais là, l'utilisateur peut choisir Suède. Puis quand je ferai soumettre, il faudrait que je vérifie que c'est pas une bonne valeur, parce qu'ici, vous voyez que c'est vide. On reviendra quand on fera des validations de formulaire. Mais c'est une façon ici d'empêcher l'utilisateur. Ça regroupe les données, puis ça empêche l'utilisateur de choisir une valeur qui est là juste pour faire qui est juste là pour regrouper. Là. Comme je vous dis, moi ici, Suède, c'est comme ça que je l'ai fait avant de savoir que le upgroup fonctionnait. Puis ça aide les gens. Pourquoi ça aide les gens? Ça aide tout le monde qui est un petit peu fatigué ou qui est pressé, qui veut trouver rapidement ses données ici. L'information qu'il veut choisir. Les autres aides, un placeholder. Juste faire attention parce que ça ne remplace pas. Si je fais ici, placeholder, je mets un nom. Ça ne remplace pas le besoin d'avoir soit un area label ou un label. Ici, on voit qu'il est écrit non. Puis quand je commence à écrire, non disparaît.
c'est ce qu'on appelle un placeholder. C'est quelque chose qui prend la place du contenu, qui peut aider la personne à saisir l'information. Ça peut aider, on peut remettre par exemple le format d'une date à cet emplacement-là ou le format d'un numéro d'assurance sociale ou des choses comme ça. Mais c'est vraiment pas pour remplacer le libellé. Parce que ça, le placeholder ne sera pas lu par les lecteurs d'écran. Je continue ici. Formulaire à plusieurs pages. Erreur de validation. On va en reparler quand on va être rendu là. Mais habituellement, vous avez un sommaire en haut. En fait, je peux montrer un exemple. Le site de la personnelle, c'est une entreprise. En fait, c'est Desjardins. C'est une entreprise que j'ai travaillé dans le temps, pour laquelle j'ai travaillé dans le temps. Obtenir une soumission. Parfait. Ah, il faut que je choisisse mon groupe. Ce sera pas long. Je vais choisir ici. Ça va me permettre d'illustrer certains aspects aussi. Euh, Premièrement, vous voyez que ce qui est en haut ici, c'est les différentes étapes de ma transaction, juste une soumission d'assurance. Dans le fond, j'aimerais savoir un prix pour assurer mon véhicule. Le départ, parce que quelle voiture je vais assurer, c'est qui mes conducteurs, c'est quoi mon historique de conduite et c'est quoi mon prix. Avec ça ici, c'est une barre de progression qui va m'aider à savoir où est-ce que je suis dans le fond dans le processus. Est-ce qu'il me reste beaucoup d'étapes à faire? Puis peut-être même pouvoir revenir à une étape précédente en cliquant sur les boutons en haut. Vous voyez ici toutes les grosses sections qui sont en bleu, mais c'est des éléments qui sont liés ensemble. Mais c'est pas ça que je voulais vous montrer. Ce que je voulais vous montrer, c'est le sommaire qui est lié. Je fais suivant. Il y a des validations qui vont être faites sur ce formulaire-là. Vous voyez ici, j'ai un sommaire des erreurs. Et pour chaque erreur de validation que j'ai, mais l'erreur est aussi affichée ici. Et ça, c'est une bonne pratique. Ça donne beaucoup d'informations. Ici, ça donne une information sur oh, j'ai beaucoup de problèmes. Puis après ça, chacun des éléments, mais je vois vraiment qu'est-ce que je fais pour pouvoir le corriger. Mais quand on fera de la validation de formulaire, on y reviendra. Donc, sommaire, à côté de l'élément, on l'a vu. C'est ici. On va essayer d'éviter les validations HTML que vous avez vu en HTML5, à moins que vous n'ayez vraiment de besoin, parce que elles vont venir se battre un petit peu avec nos validations. Comme vous voyez ici, ça, c'est pas des validations HTML5 standard. C'est vraiment des messages d'erreur que le site a générés. Ça donne beaucoup plus de contrôle, puis ça donne aussi du contrôle ça donne du contrôle sur le message qu'on veut afficher et le visuel aussi. Si je retourne sur mon document qui est là, j'ai pas de bouton soumettre. Vous l'avez sûrement vu. Dans le fond, si vous faites required sur un champ, on va aller chercher ici. Required input. Ça va fonctionner. Le champ ne sera pas envoyé, mais vous n'avez pas vraiment accès à. Vous n'avez pas pour moi de contrôle de comment c'est affiché cette chose-là ici. C'est pas nécessairement ça qu'on veut. Puis là, en faisant ça, vous n'avez pas de sommaire non plus. Quand on a un formulaire avec plusieurs champs, on va vouloir avoir un sommaire en haut du formulaire. Ici. Je vous enverrai les fichiers pour les exercices. Il y a quand même des petites choses à faire, mais moi, je me concentrais vraiment sur le travail 1 pour ça. Ici. Vérifier avec Total Validator
votre HTML et que ce soit WCAG 2.0 AA. Bien important le AA. Je ferme ça ici. C'est tout pour la séance sur les différentes pratiques. On va y revenir de toute façon dans le courant de la session sur plein de sujets liés à l'accessibilité. Ça, c'était quelques petits points que je vais vérifier dans le cadre de la session.